Le petit déjeuner politique. Bienvenue les 7h44, c'est le petit déjeuner de Christophe Prudhomme qui est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Oui, bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. On va revenir sur l'interpellation d'Emmanuel Macron hier par votre confrère, un neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Mais justement, Emmanuel Macron qui a dit « On a devant nous une épidémie ». Comment vous avez ressenti, vous, l'urgentiste, cette déclaration du président de la République sur le coronavirus ? Il a annoncé ce que tous les médecins savaient depuis maintenant plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Oui, Ouais. parce que les virus ne sont pas stoppés par les frontières. Oui. Donc forcément, à partir du moment où on a un foyer épidémique, on en aura d'autres dans l'ensemble des pays de la planète. La question après, c'est de savoir effectivement la virulence du virus en question, est-ce qu'il mute, sa contagiosité, la mortalité qu'on peut estimer. Là, finalement, on a un recul aujourd'hui qui nous permet de dire oui, il va y avoir une épidémie, mais finalement, ce virus ne mute pas. Il a une mortalité qui est limitée, qui touche principalement des personnes âgées, mais vous savez, il faut regarder les chiffres et comparer avec la grippe saisonnière. La grippe saisonnière en France, cette année, qui est une grippe qui est peu agressive, on est déjà à 5000 morts. Et chez les gens jeunes, sans aucune autre maladie, puisque c'est souvent une surmortalité chez les gens âgés qui ont déjà un organisme fatigué, on est à presque 40 morts d'enfants, d'adolescents, de jeunes. Donc là, regardez, la Chine, 1,3 milliard habitants, on est à 3000 morts. Donc c'est important, il faut s'en préoccuper. Et surtout, je vous dis, quand on a un virus qui est atypique, qui vient du monde animal, on craint la mutation et une hypervirulence. Là, nos collègues virologues nous disent ce virus a une faible capacité de mutation. Donc c'est plutôt rassurant. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mobilisation, la mondiale, montre ce que l'on doit faire. Parce qu'on aura sûrement d'autres épidémies. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup critiqué l'opacité qui pouvait régner à une certaine époque. Là, aujourd'hui, vous savez, les scientifiques échangent les informations. On a à peu près la réalité des chiffres. Même en Iran, enfin, vous voyez, ça a été critiqué, mais le monde scientifique se parle. Et grosso modo, il y a beaucoup d'échanges. Et ça a permis que la communauté scientifique puisse avoir un discours à la fois d'alerte, mais assez rassurant pour la population. Alors, ce que vous avez dit, Christophe Prudhomme, est intéressant, et c'est vrai qu'on le répète depuis quelques jours, c'est-à-dire que les médecins savaient déjà depuis plusieurs semaines qu'on était devant une épidémie. Est-ce que c'est assez sérieux d'avoir changé de ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn remplacée par Olivier Véran, en pleine crise, justement, comme ça ? Écoutez, vous savez, bon... Non, mais vous connaissez bien en plus, parce que vous êtes au cœur aussi des négociations sur la crise de l'hôpital. C'est jamais bon. Non, mais parlons vrai. Hein. Non, mais c'est jamais bon de changer de capitaine du navire en pleine tempête. Hein. Bon, voilà. Après, vous savez, le vrai capitaine, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le cadre du mouvement de l'hôpital, nous ne demandons plus de rendez-vous avec le ministre de la Santé, puisque c'est pas lui qui décide. C'est assez terrible, quand même. Ça. Il y a la nomination. Enfin, il y a des ministres de la Santé. On veut directement le président de la République. Parce que c'est la verticalité du pouvoir qui décide. Regardez hier, Monsieur Macron, il contredit la logique de son Premier ministre et de ses députés, puisqu'il a critiqué le terme pédagogie. Vous savez qu'à présent, quand on était en désaccord avec les propositions qui nous étaient faites, c'est qu'on était trop bêtes pour comprendre, il fallait faire de la pédagogie pour qu'on nous explique pourquoi on avait tort. Donc là, il a dit, peut-être c'est pas la bonne terminologie à adopter. Donc, il est clair que, vous avez vu d'ailleurs, il n'y a que le président qui a parlé hier. Le ministre de la Santé, c'était son porteur d'eau derrière qui souriait et qui l'accompagnait. Donc, vous savez, nous, qu'on en aime... C'est quand même inquiétant, ça. Hein. Oui, c'est inquiétant parce que, vous savez, la traduction pour nous, c'est qu'il n'y a aucun dialogue social. Voilà, parce que le rôle d'un ministre, c'est dans son champ de compétences, c'est d'organiser le dialogue social et de faire fonctionner le système. Or, la particularité, vous voyez, au-delà des critiques qu'on peut avoir sur la politique menée, la particularité de ce gouvernement, c'est l'absence totale de dialogue social. Voilà. Mais et pour vous, donc, Olivier Véran n'est pas le bon interlocuteur aujourd'hui. Alors, pas forcément pour le coronavirus, mais pour la crise de l'hôpital en général. Il peut être le bon interlocuteur si effectivement il a les moyens de pouvoir répondre à nos revendications. Les revendications aujourd'hui, elles sont claires. Ce sont des emplois supplémentaires, des augmentations de salaire, des lits. Là, on est dans une mobilisation. On va se mobiliser, mais vous comprenez bien que quand on est avec un système sous tension, la moindre surchauffe
risque d'entraîner une rupture. Et c'est ça, vous savez, toute épidémie de grippe depuis ces dernières années, toute canicule nous a mis quasiment en situation de catastrophe. Donc là, on va se mobiliser, mais ça sera au détriment du fonctionnement normal de l'hôpital. Alors, est-ce que les hôpitaux sont prêts quand même à faire face à cette épidémie? Les hôpitaux sont prêts, mais on va fonctionner en mode dégradé. Et on va tirer sur la corde. Vous voyez, il va falloir s'organiser en renforçant les réanimations. On renforce comment? Eh bien, avec des heures supplémentaires, parce que vous improvisez pas infirmière de réanimation du jour au lendemain. Mais mode dégradé, alors c'est quoi alors? Dans mon service en particulier, puisqu'on sollicite beaucoup les SAMU aujourd'hui, on demande, puisqu'on n'a pas de réserve de personnel, donc on demande au personnel qui fait déjà des heures supplémentaires d'en faire encore plus. Vous voyez, quand on a un attentat, pas de problème, on se mobilise pendant 48 heures et il y a pas de souci. Mais là, la mobilisation, on va l'avoir pendant plusieurs semaines. Est-ce que ça veut dire aussi très concrètement qu'indépendamment des urgences, il faut reporter par exemple des opérations, des interventions chirurgicales? Si le nombre de malades augmente, oui, il faudra qu'effectivement on reporte des hospitalisations. La chirurgie, non, parce que c'est pas un problème chirurgical, vous voyez, c'est pas comme un attentat. Mais pour la médecine, oui, effectivement, parce que il faudra réserver des lits. Vous savez, quand le ministre dit on a une centaine d'hôpitaux mobilisés, oui, mais enfin, entre les chambres à pression négative qui sont, vous voyez, la sécurité absolue. Les chambres à pression négative, on en a peu. Donc, dès qu'on aura un nombre de malades plus important, on fera de l'isolement classique, comme pour un malade tuberculeux, avec des protections, mais ça mobilise beaucoup de personnel. Ce type de malade mobilise plus de personnel que le malade classique. Oui. Et sur les mesures de précaution qui ont été prises là pour l'instant par le gouvernement, les différentes mesures, c'est bien mais là, une bonne gestion? Vous savez, là, faut pas faire de la politique politicienne. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que plus on fait de politique politicienne, plus on ouvre la porte aux fake news. Vous voyez, quand une femme politique dit il faut fermer les frontières, tout infectiologue, tout virologue, quelles que soient ses opinions politiques, vous dira que ça n'a aucune efficacité. Non, en revanche, peut-être qu'on peut davantage contrôler, quoi, non? Mais oui, mais le contrôle, aujourd'hui, c'est pas aux frontières qu'il faut le faire aujourd'hui, c'est dans la région de Creil. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il faudrait d'ailleurs mettre... En Italie, on a mis les villes concernées sous cloche, sous quarantaine. Est-ce qu'il faudrait le faire? Non, on se rend compte que de mettre l'ensemble de la population sous cloche, c'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, on l'a vu à Wuhan, puisque le temps que cette mesure soit effective, des gens s'en vont. Ils vont diffuser le virus parce qu'ils sont ce qu'on appelle des porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ont le virus, mais ils ne montreront jamais aucun signe. C'est comme la grippe. Vous savez pourquoi on demande au personnel de santé de se vacciner contre la grippe? C'est pas pour ne pas être malade, c'est pour ne pas transmettre le virus aux personnes malades qui, elles, risquent de développer effectivement comme ça commence évidemment à se propager. Là, on a appris hier soir qu'à Montpellier, il y a le premier cas aussi dans la région effectivement d'Occitanie. Pourquoi il y a plus de cas aujourd'hui? C'est parce que on a modifié la définition du cas. Vous savez, le cas de Creil, pourquoi alors on dit, est-ce qu'il y a une erreur? Mais non. Le cas de Creil, c'est un monsieur qui vient pour une pneumonie. Qui est hospitalisé pour une pneumonie. On en a tous les jours, des gens qui sont hospitalisés pour une pneumonie. Et là, on vient de modifier la définition, c'est-à-dire que toute personne qui a une pneumonie grave, dont on ne trouve pas la cause, doit être testée pour le virus. Et donc, on va trouver effectivement des gens qui ont des pneumonies graves liées au virus. Quelles sont les précautions à prendre? C'est tout ce que vous diffusez au quotidien. Les précautions à prendre, c'est effectivement si on tousse, si on a de la fièvre, et si on revient des zones à risque, il faut appeler le 15. Il ne faut pas appeler le 15 pour les renseignements. Si on a besoin simplement de renseignements, il faut appeler le 0800 130 000. Qui est accessible maintenant 24 heures sur 24. Vous l'aviez demandé. Mais on l'avait demandé, mais vous voyez, il a fallu, par médias interposés, faire pression sur le gouvernement pour que hier soir, il décide de l'ouvrir 24 heures sur 24. Donc on a pris du retard et on a surchargé les SAMU pendant quelques jours. On aurait pu s'éviter. Et là, ça va un peu mieux ou les urgences sont toujours en surchauffe là pour ça? Non, les urgences sont pas en surchauffe parce que justement, vous savez, on a largement stigmatisé les citoyens qui viendraient soi-disant pour rien aux urgences. Non, les citoyens écoutent ce qu'on leur dit et ils sont très disciplinés et on n'a aucune surchauffe aux urgences. On a une surchauffe au SAMU. Ce qui est légitime. Il faut qu'on mette du personnel supplémentaire. Je vous dis, c'est difficile parce qu'on n'a pas de réserve en personnel, donc on tire sur les heures supplémentaires. On fait notre boulot. Mais on fait notre boulot, vous comprenez bien, déjà dans une situation de tension que l'on dénonce depuis un an. Donc ça, c'est pas faire de la politique, de la polémique stérile. C'est simplement alerter les politiques sur le fait que on avait alerté, gouverner c'est prévoir, ils n'ont pas prévu que effectivement un système de santé ne pouvait pas fonctionner à flux tendu parce qu'il y a des événements
qui surviennent de manière inopinée régulièrement au niveau de la santé publique. Oui, et notamment quand on va aux urgences ou quand on est malade, quand on tousse un petit peu, aujourd'hui, il faudrait porter des masques, quoi. Alors, il faut porter un masque. D'abord, il ne faut pas aller travailler. Ouais. Hein, parce qu'il y a un problème. Vous savez, pour la grippe traditionnelle, pourquoi on a des épidémies de grippe traditionnelle qui touchent des millions de personnes, c'est que, y compris les gens qui sont en contact avec le public, quand ils ont la grippe, pour ne pas avoir des retraits de salaire, enfin une perte de salaire, viennent travailler. Hein, la logique de pression productiviste fait qu'on ne respecte pas les règles. Donc quand on a effectivement, quand on tousse, eh bien, quand on sort et quand on est en contact avec d'autres personnes, c'est bien de mettre un masque. Et surtout, si on a dans sa famille des gens fragiles, en particulier les personnes âgées, il faut éviter les contacts rapprochés. Oui, on rappelle que en revanche, il faut se laver les mains avec le gel hydroalcoolique ou avec du savon. Oui, et on rappelle que si en revanche vous n'êtes pas malade, ça sert à rien de porter un masque. Non, ça sert absolument rien. Alors, mais il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que quand on va dans les hôpitaux, on voit parfois des personnes du personnel soignant qui portent quand même des masques alors qu'ils ne sont pas malades. Non, le personnel soignant est en contact avec des personnes fragiles. Ils peuvent être ce qu'on appelle porteurs sains. Soit du virus de la grippe, soit du virus de la grippe saisonnière, soit éventuellement du coronavirus. Donc c'est une mesure de protection vis-à-vis des patients, qui sont des personnes fragiles, puisque s'ils sont hospitalisés, ils ont un état de santé fragile. Oui, un dernier mot quand même, à ce sujet aussi dans les hôpitaux. Est-ce que vous allez devoir former des personnes supplémentaires, là, si on a une épidémie en quelques jours, et comment? Non, on ne peut pas former en quelques jours les personnes, il faudra mobiliser l'ensemble du personnel. On est quand même dans un pays où on a un système de santé quand même développé, même s'il est sous tension. On n'a pas encore mobilisé nos collègues généralistes de ville. Si on a une épidémie, il va falloir les mobiliser. Tout le personnel de ville, médecins, infirmières, parce qu'on ne prendra en charge à l'hôpital que les cas les plus graves. Les autres sont pris en charge en ville et resteront chez eux et seront confinés chez eux, même s'ils sont porteurs du coronavirus. On ne pourra pas tous les hospitaliser. Christophe Prudhomme, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Justement, moi je voulais aller plus loin, justement, en cas de pandémie. Est-ce qu'il va falloir faire appel à du personnel de santé des pays voisins, ou alors est-ce qu'il va falloir que certaines personnes aillent se faire opérer à l'extérieur de chez nous? Non, parce qu'on va être tous touchés. Vous savez, l'Europe est une zone de population assez dense. Il va y avoir des foyers dans toute l'Europe. Donc non, on mobilisera nos ressources, et on a des ressources quand même en France, mais on mobilisera ces ressources avec difficulté. Et surtout avec un épuisement des personnels. Il faudra réfléchir ensuite, parce qu'on aura sûrement d'autres crises. Et vous savez, la prochaine crise, c'est comment on va passer l'été prochain. Si on a une petite canicule, vous voyez, par exemple. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et d'ici là, est-ce que vous avez un rendez-vous de fixé avec Emmanuel Macron, alors, ou pas? Non, concernant le mouvement... Parce que vous avez demandé, vous avez dit concernant le mouvement social, absolument pas. Bon, là, dans la période, on est en période de crise, donc... Parce qu'il a dit qu'il allait vous recevoir, plus ou moins. Mais enfin, vous voyez, juste pour vous donner un exemple, hier, il est venu à Pitié-Salpêtrière, vous avez vu, il a rencontré beaucoup de médecins. Il aurait pas dû leur serrer la main, d'ailleurs. Qui est le secrétaire du syndicat CGT de l'établissement, qui a interpellé, mais poliment, le président de la République et le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a dit qu'il répondait à sa sollicitation pour une rencontre à l'issue de la visite, et à l'issue de la visite, il est parti et il n'a même pas laissé un membre de son cabinet pour rencontrer le secrétaire du syndicat qui avait quelques petites choses à dire sur le personnel. C'est une certaine forme de mépris, quoi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on vient voir les médecins, il y a quelques personnels, mais qui n'ont pas trop le droit à la parole, et il y a le secrétaire du principal syndicat de l'établissement, le secrétaire de la CGT, qui demande à être reçu pour, en quelques minutes, pouvoir exprimer quand même le sentiment des salariés, non médecins, et on ne le reçoit pas. Voilà, c'est typique de la Macronie. Merci Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous étiez ce matin l'invité de Sud Radio. Et dans un instant, nous reviendrons sur les personnes âgées en première ligne face au coronavirus avec le délégué général de Synerpa. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.